Eh bien bonjour pour ce nouveau numéro de la Petite Librairie avec des chroniqueurs surprises et, mais l'inénarrable, notre Belge national, Didier Debroux. Alors j'espère que cette émission vous satisfera et que vous y retrouverez des lectures que vous allez adorer qui vont vous surprendre. Alors une découverte, alors Evelyn Lever, c'est une des grandes spécialistes du XVIIIe, en particulier de Marie-Antoinette, qui écrit en plus très très bien. Elle n'a pas ce style universitaire qui est très désagréable à lire, où vous avez l'impression de lire des fiches. Et là, elle a sorti un livre qui m'a beaucoup surpris, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le grand amour de Marie-Antoinette, lettres secrètes de la reine et du comte de Fersen, c'est chez Taillandier. Alors Marie-Antoinette, elle a été assez caricaturée, c'est-à-dire vous avez le film de Coppola, où on voit cette jeune femme complètement frivole, qui ne pense qu'à s'habiller, à manger des gâteaux, à se moquer de tout. Et en fin de compte, on l'a pris, elle était maltraitée quelque part, parce qu'elle a été prise de sa famille, tirée de sa famille. Elle avait été élevée par Marie-Thérèse, qui était une vraie mère, c'est-à-dire elle considérait ses enfants, elle les a élevés elle-même, et puis elle va se retrouver à la cour de France, avec une des cours les plus rigides du monde, avec des vieilles personnes, c'est le moment de le dire, qui lui imposent des règles, qui ne correspondent pas du tout à sa jeunesse. Elle est mariée à un type qui n'est pas forcément bête, mais qui a une espèce de grand galet de 1,90 m, qui sexuellement ne la satisfait pas, qui n'est pas romantique pour un sou, qui n'aime que la chasse et la serrurerie, ce qui est pour une jeune fille quand même un peu restrictif, réducteur. Et là, elle va rencontrer en 1778 un jeune Suédois, très beau, très élégant, ça marchait tout de suite. Il va partir pour l'Amérique, elle va être désespérée qu'il parte, elle va même pleurer, certains vont la voir pleurer, il va revenir quelques années plus tard, et elle va tomber follement amoureuse de cet homme, c'est-à-dire qu'elle va être une vraie femme, c'est-à-dire qu'elle a ce besoin de romantisme, d'amour, et jusqu'à la fin de sa vie, elle va être amoureuse de cet homme, et vice-versa, c'est-à-dire que lui ne va jamais se marier. On n'en avait pas la preuve parce qu'on savait qu'il s'était passé quelque chose, et on a retrouvé des lettres. Alors cet homme, il s'appelle le Fersen, c'est le comte de Fersen, c'est un des fils de la plus grande aristocratie suédoise. On a retrouvé des lettres, mais le problème c'est que ce qu'on appelle, ils étaient caviardés, c'est-à-dire que sur certaines phrases, il y avait des grosses ratures et jusque-là, on était incapable de faire quoi que ce soit. Et grâce aux nouvelles techniques, on a pu retirer ce caviardage. Et on va découvrir ce qu'étaient vraiment les relations de cet homme et de cette femme, qui était un amour passionné. Comme elle dit, je n'existe que pour vous jusqu'à la mort. Et c'est vrai, jusqu'à la mort, ils vont s'aimer. Même aux Tuileries, elle va écrire des choses absolument merveilleuses. C'est vraiment, ça change la personnalité de cette femme, qui est de quelqu'un d'assez rigide, frivole et tout. On voit que c'est une femme amoureuse, passionnée, qui va jusqu'au bout de sa passion. Et leur mort sera assez parallèle, c'est-à-dire qu'elle va finir tragiquement, comme on le sait, guillotinée après un procès inique. Et puis lui, 17 ans après, déjà il ne va jamais se remarier, et il va être lynché par la foule sur une fausse rumeur, c'est-à-dire une fin absolument tragique. Après, il va être réhabilité, on va se rendre compte de ce qu'il y était pour rien. Donc allez-y, c'est vraiment les lettres, rien que pour les lettres, à la fin du volume, ça vaut absolument la lecture de ce volume. C'est vraiment comme la redécouverte d'une femme, ça se lit comme un roman, c'est très bien écrit, c'est la découverte d'une époque. Voilà, ça s'appelle Le grand amour de Marie-Antoinette de Evelyn Lever, c'est chez Taillandier. On est dans une époque un peu particulière, on est une époque où on sent qu'il se passe quelque chose qui n'est pas forcément très sain derrière ce qu'on appelle la modernité et le progrès. Et celui qui l'avait découvert bien avant, qui a fait des livres prophétiques, c'est George Orwell, qui a écrit entre parenthèses 1984, qui a été son chef-d'œuvre, plus La ferme des animaux. C'est un homme, on en reparlera dans la deuxième BD. Alors la première vient d'être rééditée chez Grasset, le 1984, adopté par Fido et Nesti. Regardez, voilà, ça c'est une autre manière. Vous savez, souvent les jeunes adultes ne lisent pas, considèrent que c'est trop touffu, et la manière de leur faire découvrir sous forme de bande dessinée. C'est une très belle bande dessinée, et vous allez découvrir ce monde qui est un peu le nôtre, comment on est tracé dans ce monde-là, on est déjà tracé, comment il y a l'omniprésence des médias, du bien-pensant, vous savez, de ce qu'il faut exactement bien penser, être dans le mouvement général, sous peine d'être décrié, d'être vilipendé, même d'être condamné. Allez-y, c'est vraiment une bonne
d'introduction, si vous avez un cadeau à faire, et puis pour des gamins à partir de 14-15 ans, vous pouvez leur donner ça. Ils vont découvrir un énorme, immense roman qui va peut-être les faire réfléchir sur notre époque. C'est George Orwell, 1984, de Fine Honesty, c'est chez Grasset. Et alors, pour mieux connaître Orwell, il y a Christian Verdier qui ont fait une biographie d'Orwell. C'est chez Dargaud. Alors, je vous montre, c'est sous forme... Voilà. Et vous allez découvrir ce petit garçon qui, au fur et à mesure de sa vie, va découvrir, il naît au temps de l'Empire britannique, hein, c'est-à-dire il va aller à Eton. Alors il n'est pas pauvre, mais il n'est pas non plus richissime. Il va voir ce que c'est qu'être boursier dans une grande école anglaise où il va être maltraité, hein, parce que pour les directeurs, il n'est pas aristocrate. Il va partir aux Indes, il va encore là découvrir ce que c'est que l'inégalité, le racisme, et c'est tout le chemin et toute la vie de cet homme qui va défiler devant vous. Il était journaliste, il a été révolté, il a été romancier, il était socialiste, il était jardinier, il a eu plein de vies. C'est une BD extraordinaire, ça aussi c'est une façon, même pour les adultes, mais à partir de 14-15 ans, de faire découvrir un homme et un grand écrivain du XXe siècle. Voilà, c'est Orwell par Christian Verdier, c'est chez Dargaud. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour cette nouvelle chronique dans la petite librairie consacrée aujourd'hui à l'un des écrivains qui, pour moi, fait partie des 5 géants du XXe siècle, un homme à la plume incroyable, et il s'agit de Jean Giono. Alors Jean Giono, on le connaît bien sûr pour ce livre, L'homme qui plantait des arbres, un conte philosophique sur la nature et le sens de l'existence. On le connaît aussi bien sûr pour Le Chant du monde ou encore pour Le Hussard sur le toit, mais aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit opuscule extraordinaire qui est Le Voyage en Italie. C'est un petit livre surprenant pour Jean Giono parce que Jean Giono était surtout un voyageur immobile. Il sortait peu de Manosque à part pour se rendre dans des balades au cœur des collines de Provence. Et un jour, il décide quand même de partir au-delà et d'effectuer un voyage. Il embarque des amis et son épouse, une vieille voiture, et ensemble, ils partent sur les routes de l'Italie. Et c'est cette pérégrination que l'on va suivre, une pérégrination absolument délectable, car il va décrire non seulement sa route, ses paysages, les saveurs. On va le suivre de Turin jusqu'au sud de l'Italie, en passant par Venise, Florence, Sienne. Mais surtout, on va suivre ses pensées. On rentre dans la tête de Jean Giono, et c'est peut-être l'un des livres dans lequel il se livre le plus, puisque on va retrouver son goût pour la nature, les questions sur le sens de l'existence, le rôle de l'homme au cœur de cette société et de ce monde. Mais en plus, il va célébrer la jouissance, les plaisirs, que ce soit à travers sa description col d'une montagne, que ce soit une rivière, que ce soit les arbres, les vignes, que ce soit les saveurs, les plaisirs, les douceurs de l'Italie. Jean Giono célèbre le bonheur de vivre. Bref, ce livre, c'est un régal. Mon chouchou, un de mes chouchous, j'adore ça, c'est les albums pour enfants, je trouve. En plus, vous aviez un CD audio et un QR code, donc vous allez voir plein de choses en plus de ce roman. C'est chez les albums Circonflexe, ça s'appelle Le Gant de Véronique Gauchy. Regardez, c'est joli. Alors, c'est l'histoire d'une petite souris qui a un hatchoum, vous savez, qui a un rhume, et qui trouve dans la neige un gant. Et elle se dit, un gant, donc elle va rentrer dans le gant pour se réchauffer. Mais alors le problème, c'est que le gant, il y a beaucoup d'animaux qui vont le découvrir. Par exemple, il y a le petit lapin. Et dans les gants, il y a 5 doigts. Et donc, il y a 5 petits animaux qui vont se mettre. Puis, à un moment, il y a un chevreuil qui arrive et il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous allez voir, c'est une belle leçon de... Je ne vous dis pas comment ils vont résoudre le problème, comment ces 5 animaux vont résoudre le problème et permettre au chevreuil de rentrer aussi dans le gant. C'est un très très beau livre sur la solidarité, la générosité, l'amitié. Les illustrations, moi j'adore, regardez, c'est classique et c'est très joli. Les gamins, nous on l'a fait essayer, c'est vraiment très très, regardez, c'est joli. Et à la fin, vous avez un CD. Voilà, ça s'appelle Le Gant, c'est de Véronique Gauchy et Virginie Grosso chez Circonflexe. Allez-y, c'est une des petites merveilles pour ces vacances.
Alors une découverte de Dan Simmons, ça s'appelle Le Cinquième Cœur chez Robert Laffont. Alors Dan Simmons, c'était un des grands auteurs de science-fiction qui a fait Hyperion, des choses comme ça de très très grande qualité. C'est un auteur monumental. Et puis moi je suis pas fanat de science-fiction, donc je ne sais pas pourquoi je n'étais pas très très intéressé par ce roman. Et puis tout d'un coup je vois Sherlock Holmes sur la page. Sherlock Holmes et Henry James s'associent pour résoudre l'énigme du siècle. Or, j'ai une passion pour Henry James, les sortes de Proust anglais. Henry James qui va pour se suicider, je vous explique pas pourquoi, parce que je ne peux pas trop vous dire, c'est un polar, donc je peux pas trop, c'est assez compliqué à vous dévoiler l'histoire, parce que sinon vous allez tout comprendre. On est à Paris, Henry James va se suicider, et il en est empêché par Sherlock Holmes. Alors qu'est-ce que fait Sherlock Holmes et Henry James ensemble? Parce que Sherlock Holmes, c'est un personnage de roman, Henry James, c'est un véritable auteur. Vous allez voir comment Dan Simmons, avec un brio incroyable, va faire cohabiter ces deux personnages, et ils vont s'unir pour mener une enquête aux États-Unis sur une mort suspecte. Vous allez un portrait de l'époque, un portrait intellectuel de l'époque aussi, un portrait économico, politico, social, et c'est surtout un roman qui se dévore, vraiment. Allez-y, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font « Ah, Dan Simmons », franchement, c'est brillant, captivant, je le mets entre le polar et la littérature, enfin on sait pas, voilà, les gens qui adorent la littérature vont adorer ça, et puis les gens qui aiment les polars vont adorer ça, et puis c'est surtout la découverte redécouverte pour beaucoup d'un grand écrivain qui s'appelle Henry James. Voilà, ça s'appelle Le Cinquième Cœur, c'est chez Robert Laffont, et c'est de Dan Simmons. Alors un bouquin, j'en parlais avec un des responsables de Gallimard, il est assez déçu parce que ça ne marche pas du tout, enfin très très peu, ça vivote. Ça s'appelle La Noyade de J.P. Smith dans la collection Série Noire, et il m'a demandé de le lire en disant si tu peux faire quelque chose, pourquoi dire, en plus il est sympathique, donc pourquoi ne pas dire oui. Et franchement j'ai été emballé, comme disait Jean d'Ormesson, j'ai trouvé ça formidable. Par ce polar. On est aux États-Unis, dans un camp de vacances, vous savez, les summer camps, comme on appelle ça. Il y a un petit garçon, Joey. Ses parents vont divorcer. Et puis ils décident, pour être un peu tranquille et décider de ce qu'ils vont faire ensemble, de le mettre dans un summer camp. Le gosse, il est pas très, vous voyez, il est très triste, il se sent seul et tout. Il va débarquer dans ce summer camp. Alors là, déjà, vous allez participer à la vie de ce camp, où on lui raconte une histoire absolument abominable d'un type qui vient enlever les petits enfants, enfin les jeunes garçons à partir de 7 ans. Or, il a 7 ans. Donc toute la colonie, tous les gosses qui ont cet âge-là, déjà, je trouve ça très mal. L'ambiance est très... la nuit, ils ont très peur dès qu'ils entendent quelqu'un, ils ont peur d'être enlevés et tout. Et puis, le dernier jour, ils décident d'aller dans un lac, parce qu'il y a un responsable de ce camp, un jeune, qui s'appelle Alex, qui est chargé de leur apprendre à nager. Et Joey, il est terrorisé par la nage. Ce jeune moniteur, lui, décide que à la fin du camp, tout le monde doit savoir nager. Donc ils entraînent tous les garçons dans ce lac. Joey va se retrouver, avec force, injonction du moniteur, sur une espèce de ponton. Il veut plus replonger pour revenir au bord parce qu'il est terrorisé, et donc le moniteur décide de lui dire écoute, nous on part tous, et puis quand tu seras décidé à revenir, tu verras, tu sauras nager. Et puis les heures passent, tout le monde est revenu au camp sauf Joey. On retourne, il n'y a plus de Joey, Joey a disparu. Qu'est-ce qu'il est devenu? On fait la traque dans la forêt, rien. Le directeur du camp, son petit garçon, sa femme, c'est dramatique. Les parents, c'est absolument dramatique. Je vous passe, 20 ans après, on retrouve ce moniteur de vacances, ce jeune garçon qui a obligé le petit garçon à rester tout seul sur le ponton. Et cet homme a réussi dans sa vie, il est riche, il a une femme, des enfants, tout va bien, il est agent immobilier, tout va bien, et puis tout commence il y a un problème, il retrouve sa piscine rouge sang, il retrouve des photos compromettantes, des ascenseurs se coincent avec des messages abominables, on sent que la mort rôde. Est-ce que Joey est mort? Et si Joey était retour, si le petit garçon n'était pas mort et qu'il se venge de cet homme? Voilà, va commencer un polar hyper bien fichu, avec une fin très très bien trouvée. Vous ne serez pas déçus, franchement c'est assez troublant. Bon, moi je ne mettrais plus mes enfants dans un summer camp parce que j'aurais trop la trouille de tomber sur un type pareil. Est-ce que la légende n'était pas une légende? Est-ce qu'il y avait vraiment un tueur en série qui enlevait les petits enfants de 7 ans dans cette
ce coin. Voilà, ça s'appelle Noyade de J.P. Smith chez Gallimard Série. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Il mérite d'avoir du succès parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que personne l'a lu ou est-ce que... Voilà. Puis il y a des romans qui sont maudits un peu comme ça. Donc ça s'appelle Noyade chez Gallimard. Je vous le conseille. Alors là, un de mes chouchous, parce qu'il raconte quand même une période qui m'est particulièrement chère, que j'aime bien, c'est la période noire des années de l'occupation, c'est-à-dire de 40 à 45. C'est le nouveau Romain Slocumb, la Gestapo Sadorski. Alors Sadorski, c'est son fameux personnage de flic français qui nous emmène depuis quelques histoires. Donc il y a eu une première trilogie qui s'est terminée il y a 2 ans, et là c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie qui va nous conduire, je pense, jusqu'à la fin de la guerre. Ce que j'adore dans Romain Slocumb, c'est qu'il y a une recherche du détail, une recherche de la vie quotidienne sous l'occupation, une recherche que tout soit vérifié, véridique, des fois peut-être même, on va se faire un peu l'avocat du diable, un peu trop, je trouve, mais à la limite, vaut mieux trop que pas assez, parce qu'il y a une véracité dans ce qui sort. On a vraiment l'impression, quand il décrit des scènes, ou décrit ne serait-ce que des situations, quand il est avec sa femme dans son appartement et tout ça, c'est un livre qui nous donne l'impression de sentir le moment présent de cette époque. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que soi-même, quand on le lit, on a les costumes d'époque, le truc d'époque, et qu'on est revenu dans les années 40. Donc ça, au niveau littéraire, c'est quand même une prouesse de vous faire croire que vous êtes encore à cette époque. Là, on assiste à la fin, parce que c'est un tournant de la guerre, hein, je pense qu'on arrive en 1943, octobre 43, donc on n'est plus qu'à 1 an et demi de la guerre. On sent un peu à travers les lignes que il cherche à savoir d'où le vent tourne pour essayer de s'en sortir, quoi. De quelle manière, on ne sait pas, pour voir comment il va pouvoir s'en sortir. Il commence à comprendre que le vent tourne pour les Allemands et qu'il y a des agissements qui font qu'on pourrait peut-être lui reprocher des choses. Donc il a des fois des gestes d'humanité ou des gestes de sauver, mais on a toujours l'impression, je pense que c'est en arrière-pensée d'eux, on ne sait jamais que ça deviendra une référence sur le sujet, sur l'époque, et vraiment sur... alors il y a quand même une intrigue un peu policière, mais en fait à la limite on s'en fout. Ce qui est vraiment important, c'est la description de ce personnage qui à la fois représente un peu ce que la plupart des gens étaient aussi à l'époque, et qui en plus a un rôle de policier, donc qui défend l'État, donc il est obligé de défendre ça. Est-ce qu'il y met du cœur, est-ce qu'il l'aime vraiment? Il est très ambigu, donc des fois on ne sait pas si c'est par opportunisme, si c'est par passion, ou si c'est pour essayer qu'il y ait un semblant d'ordre qui reste malgré tout. Mais il paraît tellement déshumanisé qu'on a tendance à croire que c'est vraiment un salaud fini. Arriver à décrire ce personnage qui devient un héros, malgré tout, malgré ça, sur les volumes si attachants, on s'attache pas au personnage, mais en fait on a envie de savoir ce qu'il devient. Donc ça, c'est une épreuve littéraire, je trouve, remarquable. La Gestapo Sadorski, le 4e volume de la grande histoire de la vie française sous l'occupation par le non moins célèbre Romain Slocumb. Un petit événement et puis quelque chose qui est indispensable, vous savez, dans toute bibliothèque de l'honnête homme, quand on disait au 18e ou au 19e. C'est dans la collection référence chez Bollin, il y a une préface de Michel Perrault et de Yannick Ripa, ça s'appelle « Histoire féminine de la France de la Révolution à la loi Veil ». Et je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait posséder, que tout le monde devrait lire, avec, je vais vous montrer, hein, il y a beaucoup d'illustrations, c'est écrit gros, c'est pas rébarbatif, hein, voilà. En fait, en plus, c'est assez joli, hein. Je trouve que c'est un très joli cadeau parce que c'est vraiment une autre vision de l'histoire de France. Parce qu'on sait très bien que l'histoire a été écrite par les hommes, hein, donc écrite par les hommes, et que souvent les hommes avaient la part belle dans cette histoire, et que les femmes étaient reléguées souvent très 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 loin, alors qu'elles avaient une importance considérable et qu'elles ont souvent eu une part considérable dans cette histoire. Je trouve que l'intérêt de ce livre, c'est que c'est clair, c'est agréable à lire, c'est complet, ça va à l'essentiel, et ça fait ressortir vraiment l'importance de ces femmes dans notre histoire et dans notre destin, et que l'histoire de France n'a été loin de loin uniquement le fait d'hommes. Donc je vous le conseille, vraiment c'est un très beau cadeau si vous cherchez un cadeau pour les fêtes, puis même si les fêtes sont passées, après vous pouvez, c'est un indispensable de toute bibliothèque. Ça s'appelle Histoire féminine de la France de la Révolution à la loi Veil, c'est chez Bollin, et c'est de Yannick Ripa. Et bien voilà, j'espère que vous serez satisfait par cet ensemble de livres que nous avons choisis. J'espère que vous retrouvez pour une prochaine émission, j'espère que vous nous suivrez, et je vous remercie encore une fois pour votre solidarité et votre fidélité. À bientôt.
À la télé, vous pouvez retrouver les chroniques de Gérard sur France 5 chaque vendredi à partir de 13h40 dans le Mac de la Santé aux côtés de Marina Carrère-Dancos. À la radio, tous les vendredis matins à partir de 10h40, Gérard vous conseille ses coups de cœur sur Sud Radio dans le 10h midi de Valérie Expert. Autre radio, Sanef 107.7, Gérard vous prodigue ses conseils littéraires sur la radio des autoroutes, un programme hebdomadaire multidiffusé. Et bien sûr, si Gérard vous manque, vous pouvez regarder les recommandations du libraire à la houppette sur la chaîne YouTube Griffe Noire TV. Pas moins de 5000 vidéos sont à votre disposition 24h sur 24. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Bonne lecture à tous.